Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour l'Assemblée générale de votre association, les Amis de l'île de Noirmoutier. Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous offrir une conférence dont le thème, bien entendu, a un rapport avec notre île. Ce soir, nous allons parler de des ressources halieutiques de la planète. En effet, les hommes de plus en plus nombreux sur la Terre commencent enfin à se rendre compte que les ressources qui leur sont nécessaires sont limitées. La ressource halieutique en est l'une d'elles, bien entendu. Il se trouve que le hasard de la vie a fait de moi un observateur privilégié de l'évolution de cette ressource. Je voulais me présenter, mais c'est pas la peine. Je suis né à Lépine, près de mon village. Je suis un autochtone, un indigène. On en est encore quelques-uns, comme un qui vont. Nous nous exprimons mieux dans notre patois local que dans la langue de Molière. Enfin, je vais essayer quand même. Pour bien comprendre l'évolution de la ressource, je crois qu'il faut partir de l'époque où elle était très peu exploitée. Donc, nous sommes en 1946. La guerre vient de se terminer. Et pendant ces années d'occupation, les Allemands ont mis beaucoup de restrictions sur la sortie des bateaux de pêche. De ce fait, la pêche a été presque inexistante et la ressource s'est bien reconstituée. À l'époque, il y avait du poisson à foison autour de l'île et les marins pêcheurs d'aujourd'hui auraient beaucoup de peine à s'imaginer comment ça foisonnait. J'avais 13 ans, on m'embarque sur un langoustier de l'Épine, le Fleur de Mai. C'était un dindé à voile avec un moteur auxiliaire. Nous avions 40 casiers à bord. Nous pêchions de l'embouchure de la Loire à l'embouchure de la Gironde. Et si nous ne pêchions pas 100 à 150 langoustes par jour, on n'était pas content. 150 langoustes. Aujourd'hui, les langoustes, elles viennent de Cuba. Elles ne sont pas bonnes. Mais enfin. L'hiver, nous armions au chalut. On partait à la voile de l'Herbaudière ou de Noirmoutier, on mettait en pêche au moteur, on affalait les voiles dans le suroît de Belle-Île, dans la Vasière. Et là, avec 60 chevaux, 10 chevaux par homme, on draguait 1h30. Les funes se fermaient, le chalut était plein, il fallait faire 3 palanquets pour déverser le contenu de la poche sur le pont. 3 coups de chalut, on était à ras la lisse. On avait toute la nuit à trier en faisant route à la voile vers le Croisic ou Saint-Nazaire pour vendre des langoustines de grosse taille, des merluchons, des lottes, etc. Aujourd'hui, les pêcheurs de langoustines ont 150 à 100 chevaux par homme, 10 à 15 fois plus, des filets bien étudiés, bien profilés, en fibres synthétiques très résistantes qui passent dans l'eau, de l'électronique embarquée, je ne vous raconte pas, et ils pêchent beaucoup moins. Et pourtant, les pêcheurs de langoustines méritent un satisfecit. Ce sont des gens qui ont vraiment pris conscience de ce qui se passe. Ils ont adopté des chaluts sélectifs qui laissent échapper des poissons peut-être qui les intéressent, mais enfin qui sélectionnent surtout les langoustines et laissent échapper les immatures. Ils se sont autodisciplinés en tonnage, en taille. Vraiment, c'est une vraie prise de conscience. Tardive, mais au mieux tard que jamais. À cette époque, c'était le plein boom de la sardine à l'Herbaudière. Je suis heureux de saluer ici la présence d'Alphonse Raymondeau, le dernier des Mohicans, le dernier sardinier de l'île. Vous voyez, entre les deux guerres, c'était surtout des bateaux à voile qui pêchaient au filet droit. Alors les deux matelots que vous voyez, c'est pas pour vous montrer la sardine, mais on tamisait à l'époque avec un mouvement saccadé, tous les deux, la sardine tombait dans le fond du bateau. C'était une pêche, disons, plus écologique. À l'époque, on ignorait ce mot. Mais, après la guerre, on a mis des bateaux à moteur en service. Et puis, après bien des tergiversations, on a équipé les bateaux de Bolinges, de la Seine tournante et coulissante, qui, elle, ramassait tout le banc, était plus efficace, mais plus destructrice. On a trop pêché, et la sardine s'est raréfiée. Alors que pendant un siècle, cette activité était certainement une
des plus importantes, peut-être la plus importante activité économique de l'île. Il y avait 4 usines, ou 5 avec Fromentine, qui embauchaient 650 personnes tous les étés. Il fallait faire venir de la main-d'œuvre, des Bretonnes qui venaient travailler ici, pour le bon plaisir des marins. Enfin, des Bretonnes aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés. Mais aujourd'hui, quand on parle aux jeunes, la sardine, ben oui, il n'y a plus les grandes cheminées des usines. Ah bon, ça existait ça? Alors, notre association, dont le rôle est quand même de sauvegarder la mémoire de notre passé, de notre île, a édité ce printemps un livre rédigé par M. Yves Soulet, un témoin oculaire, surtout depuis la guerre, très bien écrit, très bien documenté, et pour un marin comme moi, qui m'apporte beaucoup de précisions sur ce qu'ont fait mes anciens, depuis le syndicalisme, la coopérative, et les problèmes avec les usiniers, etc. Nous vous recommandons chaleureusement ce livre, que vous trouverez dans les plus grandes librairies de l'île, enfin les meilleures, et au siège de l'association logis du gouverneur. En 1949, nous armons la pêche au thon. Là, nous sommes à la voile, vous voyez, moi je dois avoir 17 ans. Il y a un thon à mes pieds, les lignes, et on croise un voilier qui est équipé comme nous, mais nous n'avions pas la flèche, parce qu'on avait le moteur, quand il n'y avait pas de vent, on pouvait le mettre. Vous appelez ça des vieux gréements. Pour moi, c'est pas si loin, mais je suis un vieil homme. En 1955, après mon service militaire, et après avoir passé mon brevet chez M. Guédon, au Sable d'Olonne, merci M. le député maire d'être venu me soutenir, j'embarque à Saint-Jean-de-Luz sur un... Pourquoi Saint-Jean-de-Luz? Parce que les Lusiens venaient d'adopter une méthode de pêche révolutionnaire pour l'époque, la pêche au thon à l'appât vivant, que nos collègues de San Diego en Californie avaient inventé 4 ou 5 ans plus tôt. Ça consistait, on partait le matin, on capturait 200 ou 300 kilos de sardines ou d'anchois, 1 heure de route, à Saint-Jean-de-Luz, là-bas dans le fond du golfe, les fonds, c'est tout de suite profond, ça creuse vite. Quelques sardines, aussitôt les premiers remous du thon. Et on pêchait dans la journée 500 kilos, 1 tonne, 2 tonnes du thon rouge. J'avais jamais eu de thon rouge de 8-10 kilos. Cette année-là, à Saint-Jean-de-Luz, j'ai connu ma femme. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Ça paraît drôle aujourd'hui, hein? L'année suivante, les Basques ont fait construire un bateau beaucoup plus grand, parce qu'ils gagnaient de l'argent, et m'en ont confié le commandement. J'avais donc 23 ans. On est venu pêcher des coins que je connaissais, et on a fait de très grosses pêches. Et mon propre bateau était à l'époque en chantier, toujours chez M. Guédon, au Sable d'Olonne. Il est lancé au printemps 57. L'été, on rôde le bateau dans le golfe de Gascogne. Et au mois de novembre, nous partons pour l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que quand j'étais adolescent, toutes les revues, les publications maritimes qui me tombaient sous la main, j'avais tellement soif d'apprendre que je dévorais ça. Mais j'étais surtout fasciné par les récits des commandants de cargo, comme mon copain Yvon, qui disaient avoir vu, en croisant au large des côtes d'Afrique, d'immenses bancs de poissons surmontés de nuées d'oiseaux. Pour le petit marin pêcheur, ça tournait là-dedans. Donc, au mois de novembre, le 6 novembre, nous appareillons. Et là, j'ai une idée qui restera dans ma mémoire à tout jamais, gravée. Ma petite femme toute frêle, qui m'attendait sur le quai s'éloignait. Il faisait gris, bas, une pleuviotait. Elle avait notre premier bébé dans les bras et on allait être séparés 6 mois. Séparés parce qu'il n'y avait pas de charter, on n'allait pas en Afrique, c'était l'inconnu. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de webcam, il n'y avait pas d'internet. Évidemment, c'est la séparation. Aujourd'hui, les marins seraient cocus. Hein. Enfin, j'espère que... Tu m'as toujours dit que... C'est toujours celui qui lègue et n'a rien informé. Enfin.
Mais en appuyant sur la corne à brume, en partant, il m'est monté un sanglot quand même, parce que je partais vers l'inconnu, couvert de dettes, avec un équipage de 8 hommes alors qu'il m'en fallait 6. Je remercie ici mes anciens d'Afrique, ceux de la première heure qui sont là, Michel Gallet, Gilbert Couillon, François Prudhomme, Pipin, Michel Corbregeau, Édouard Pénisson et Joseph Monnier. Et nous avons une pensée pour Jean-Yves Monnier et Claude Gendron qui sont, malheureusement, leur état de santé n'a pas permis de venir ce soir. Arrivés à Dakar, nous complétons l'équipage avec 8 jeunes piroguiers bien costauds. Et avec cet équipage, nous avons été champions de la pêche au thon en Afrique pendant 2 hivers consécutifs. Les articles du journal que vous verrez au fond en témoignent. Il y avait là des Basques, des Bretons, 3 ou 4 bateaux des Sables, 2 de Noirmoutier, Louis Viau et moi, des Bretons, des Espagnols et déjà des clippers californiens, le Yolande et Victorine Bertin, et on a battu tous ces gens-là. Nous avons, avec ce jeune équipage, eh bien, ces immenses bancs de thon, ces nuées d'oiseaux, ben, nous les avons vus. Et quand on en parle entre nous, des scènes que nous avons vécues, on se dit à quoi bon le dire, on ne croira pas. Et puis on a quand même un peu de tristesse parce qu'on sait que l'œil humain ne verra plus jamais ça. C'était tout neuf. Vous dire, il n'y a pas vraiment les mots. Par contre, peut-être une anecdote ou deux. Par exemple, Michel s'en souvient sûrement. Un soir, on terminait de pêcher une matte de thon, on avait embarqué 14 tonnes. Je ne sais pas si vous avez vu, là, quand on lève le thon à la canne, c'était très physique, il fallait les monter. Hein. Le soir, il ne fallait pas nous bercer. Mais la moyenne d'âge était aux environs de 20 ans sur le bateau. L'équipage était en train de terminer d'affaler ses thons dans la cale avec la glace, et le chef mécanicien, Michel Gallet, vient me voir, me dit « Mais Michel, je suis intrigué, il y a un bruit dans la cale que je n'arrive pas à identifier. » Je l'accompagne, pourvu que ce ne soit pas grave. Il y avait les 2 moteurs principaux qui étaient en route, les 2 auxiliaires. Dans ce brouhaha, il me montre l'auxiliaire tribord. Et effectivement, en s'approchant, on entend boum, 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 boum. C'est pas un bruit mécanique, ça. Il semblait que ça venait de l'extérieur. Il a fallu se rendre compte. Pourtant, le bruit des moteurs, le bateau est bordé en chaîne de 55 mm. On monte sur le pont et avec sa torche, Michel est... Alors là, une scène, vous le croirez ou pas, des requins énormes qui arrivaient parce que la pompe de cale pulsait une eau qui était un mélange de fonte de glace et de sang du thon. Ils arrivaient en suçant cette eau, poum, à la queue leu-leu. À tel point que, bon, et en balayant la périphérie, c'était pavé de ces gros thons qui attendaient leur tour, de ces gros requins énormes qui attendaient leur tour. Le bain de minuit était fortement déconseillé. Aujourd'hui, le requin est une espèce protégée. Beaucoup d'espèces de requins sont en voie de disparition. Entre 2 campagnes de pêche au thon, nous venons à Noirmoutier. Après avoir fait une campagne de thon en France, on a, je pense, été les champions de la pêche au thon en France, 96 tonnes de germans qu'on avait pêché cet été-là. Et en novembre 58, nous sommes à quai, à Noirmoutier, en attendant le départ. Alors, le document que vous allez voir, je m'en excuse, est de mauvaise qualité, mais à l'époque, on n'avait même pas de Super 8, c'était du 8 mm, des caméras, c'était pas numérique. Mais enfin, c'est un document, c'est Noirmoutier, il y a 51 ans. Regardez. Donc, mon bateau est devant le... Vous voyez les ormes de la place qui entouraient la place d'Armes. Ils ont disparu en 70, victimes de la graphirose, comme tous les ormes, le clocher, de notre... On a gardé la carte postale, parce qu'on n'a pas construit d'immeuble, Dieu merci. Voilà. Et là, vous allez voir le Jean Bar, qui s'appelle aujourd'hui le Café Noir. Voilà. J'aimais bien le Jean Bar, c'est plus marin. Voilà. Et là, nous partons pour Dakar.
À droite, c'est le cimetière des bateaux que vous connaissez bien, derrière Nautique 85, qui n'existait pas, bien sûr. Au cours de ces années de pêche au thon, j'avais remarqué au fond, au large de la côte d'Afrique, d'énormes concentrations de poissons pélagiques. Le poisson pélagique est un poisson qui évolue entre la surface et le fond. Il y avait là des bancs de chinchards, de dorades, de maquereaux, de sardinelles. La sardinelle n'étant pas une petite sardine, mais un gros hareng tropical. Le Sénégal venait d'être indépendant, là nous sommes en 61. Les Européens s'en vont. Et avec mon équipe, Michel Gallet, Joseph, etc., on décide de s'implanter. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y avait ces poissons qui étaient là, et d'un autre côté, les indigènes avaient manifestement des carences en protéines, surtout en hivernage. Ils ne sortaient pas à cause des tornades. Ils avaient juste des petites pirogues monoxyles à la pagaie, avec une petite voile d'une brasse sur une brasse. La ressource n'était pas en danger. Ils étaient 2 millions dans tout le Sénégal. Ils sont 12 millions aujourd'hui. Donc on arme le bateau avec une très grande scène tournante. C'est devenu possible parce que les Américains, encore eux, avaient inventé un système de relevage du filet hydraulique. Je fais venir ça de Seattle et nous voilà rendus à Dakar avec un outil performant dans une zone alors vierge, intacte, depuis que Dieu a fait le monde. Là aussi, on a vu des scènes qui seraient... Mon président va trouver que je suis trop long. Mais on a eu beaucoup de difficultés au départ parce que le poisson était vif, les eaux étaient claires, on pêchait rien. Enfin, au bout de 2 ou 3 semaines, c'est notre métier quand même, on a résolu les problèmes de pêche, mais pas de conservation puisqu'il fallait emmagasiner de grosses quantités très vite pour nourrir les gens à bas prix. Et on n'arrivait pas à glacer. On a jeté notre première cargaison qui était pourrie. Heureusement, on a fait un essai dans un vivier à pas vivant, un peu d'eau salée, d'eau de mer, un peu de poisson, un peu de glace. Miracle, c'était parfait. On venait de découvrir la conservation en eau de mer froide qui maintenant est utilisée partout dans le monde. Tout marchait bien parce que on nourrissait des gens. La ménagère sénégalaise avec une pièce de 5 centimes pouvait nourrir sa famille. L'armement gagnait bien sa vie parce que 1000 tonnes par mois. On pêchait 1000 tonnes par mois, 1 million de kilos. Ça paraît difficile à croire. Mais je ne pense pas que dans le monde, je n'ai pas vu d'exemple comme ça, de poissons bons pour la consommation, 1000 tonnes avec un petit bateau, non. Mais la vidéo qui va venir, qui est aussi de qualité moyenne, bien sûr, va vous faire comprendre. Voilà, on embarque de la sardinelle. Non, c'est de la dorade, là. Cette dorade s'appelle le sans-pattes. C'est un des poissons les plus chers en Afrique aujourd'hui, qui a presque disparu. Enfin, pas disparu, mais il n'y en a plus beaucoup. Et là, vous voyez, on a un coup de filet d'une centaine de tonnes. On ne peut pas tout embarquer à bord, on met 60 quelques tonnes, je crois. Et on est venu avec un autre chalutier pour charger. Mais pour nous, là-bas, le poisson, c'était de la matière. Regardez. Vous voyez le poisson qui est déversé, ça se met à la pelle. Les cales sont pleines, les viviers aussi, et on remplit le pont parce qu'on est touché du port. Vous voyez, ça s'en va, ça tombe à la mer, mais bon. Ce sont des scènes, là aussi, personne ne les verra plus. Regardez. Là, c'est de la sardinelle. Je sais que mes anciens regardent ça. Je crois que c'est Joseph qui est là. C'est son pantalon. Et... Voilà, oui. Ben, on rentrait tous les soirs avec 30, 40, 50 tonnes. Le problème, c'était la logistique. Il y avait une 50aine de camionnettes qui partaient vers les marchés de la capitale, vers mes petits enfants, vers les principaux centres de brousse. Donc la ressource, c'était, voilà, le bateau est plein. Hein.
Il ne faudrait pas en mettre beaucoup plus. Alors, on va le voir dans le port de Dakar, je crois. Et j'ai tenu cette photo parce qu'on voit le nom de Marmoutier là-bas. Et comme le bateau était devenu célèbre à Dakar, on pêchait ce qu'il fallait pour nourrir les gens. Tout allait bien. Mais, alors c'est là qu'on voit le... Alors, il n'est pas en ordre parce que pendant 2 ans, sans arrêter une seule journée, voilà, il était très sollicité. Donc tout allait bien, hein, mais c'est justement à ce moment-là que j'ai eu les premiers doutes. Bien sûr, je ne m'en suis pas ouvert à mon entourage de peur de paraître un puéril ou trop sensible. Et pourtant, j'étais envahi par un sentiment qui n'était pas de la culpabilité, parce qu'on faisait bien, mais l'impression de commettre un sacrilège, parce que nous étions là avec un outil très moderne, dans quelque chose de tout neuf. C'était un peu violer une nature vierge, vous voyez. Bon. Au bout de 2 ans, il a fallu arrêter le bateau pour le caréner pendant une quinzaine de jours. Et là, j'ai été contacté discrètement par le ministère des Pêches en disant il y a des mouvements, les articles dans les journaux, pénurie de poissons. Vous ne pourriez pas mettre un 2e bateau, hein. J'en ai mis un 2e, puis un 3e, puis un 4e, puis... Bon, tout ce qu'ils vont vous raconter, le groupe est devenu un des plus gros groupes mondiaux à l'époque, sur 5 pays, 3 continents, et 22 entreprises, c'est de la folie. Nous avons été 17 ans aux Champs-Élysées, notre siège du groupe. Maintenant, notre siège est à Nantes, et notre groupe s'est beaucoup restreint. Nous avons eu des revers importants financiers, notamment un peu en Afrique, mais surtout en Amérique latine. Maintenant, ça y est, on est reparti. Pendant ce temps-là, les nations du monde entier construisaient des bateaux, toujours plus gros, toujours plus puissants, toujours plus performants, donc destructeurs. Mais à l'époque, on ne s'en rendait pas compte. C'était les 30 Glorieuses. On avait manqué de tout pendant la guerre et il fallait produire pour nourrir les gens, pour l'abondance. En Europe, pendant ce temps-là, en France, on a inventé l'agriculture productiviste. C'était les 30 Glorieuses. Et puis nous disions, la mer, c'est l'immensité. On découvrait la mer. La mer, c'est inépuisable. Voyons, les 3/5 du globe, l'épaisseur, ce qu'on prend, c'est rien du tout. Et la mer est à tout le monde, qu'on disait. Et c'était vrai. Ça paraît drôle aujourd'hui, mais il n'y avait pas de frontières maritimes. Il y avait les eaux territoriales pendant 3000 des côtes. C'était la portée d'un canon autour de la voile, mais qui n'était pas respectée. En Afrique, on pêchait sous les cocotiers. Tout le monde pêchait partout. Alors, une centaine de pays riverains côtiers de la planète se réunissent à Genève et signent la Convention de Genève, qui institue l'embryon du droit de la mer actuel, en 1958. Donc, cette convention institue une mer territoriale qui va de 0 à 12 000, c'est toujours le cas aujourd'hui, et une zone contiguë de 12 à 24 000, dans lesquelles l'État riverain a quelques prérogatives de douane et de police. C'est bien, mais on s'aperçoit tout de suite que ça ne suffit pas. On commence à sentir une drôle d'odeur, et oui, le pétrole. On commence à forer offshore. Et là, le poisson, c'est bien, mais le sous-sol marin prend toute son importance. 117 pays de la planète se réunissent à nouveau à Montego Bay, en Jamaïque, et signent en 1982 la Convention de Montego Bay qui régit encore aujourd'hui le droit de la mer. Cette convention fait ressortir un élément nouveau, le plateau continental. C'est quoi ? Quand vous allez vous baigner comme aujourd'hui, plus vous allez vers le large, plus ça creuse. Et cette inclinaison est plus ou moins prononcée selon les pays. Et on arrive au fond de 200 mètres, et là, il y a une cassure. C'est le bord des fonds, et le plateau continental, c'est de 0 à 200 mètres. C'est comme ça un peu partout dans le monde, c'est comme ça, c'est géologique.
Mais un pays s'est opposé à cette limitation, et pas des moindres, les États-Unis, car les États-Unis, pour une fois, sont défavorisés parce qu'ils n'ont pas un grand plateau continental. Un consensus a été trouvé, bien approuvé par tout le monde. On a créé une zone économique exclusive de 200 000 à partir de la côte, c'est ce qui existe aujourd'hui, où toutes les opérations économiques de pêche ou de forage sont de l'exclusivité de l'État riverain. La France a la deuxième zone économique mondiale, plus de 10 millions de kilomètres carrés. Mais la notion de plateau continental étant retenue, les pays dont le plateau déborde des 200 000 ont le droit de déposer un recours auprès de la commission ad hoc des Nations Unies. Et M. Guédon connaît bien ce dossier, puisqu'il a déposé avec Mme Girardin, députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, un dossier concernant cette île. Mais nous avons aussi des pépites. Par exemple, l'atoll de Clipperton en plein Pacifique, 200 000 autour, c'est français. Et des confettis que les gens ignorent très souvent, les Français. Les îles éparses, les bien nommées. Des petits îlots disséminés dans l'océan Indien, notamment autour de Madagascar. Malheureusement, je ne vais pas vous les montrer, mais enfin, vous voyez, dans le canal du Mozambique, il y a un îlot qui est plus prédominant, c'est l'îlot de Juan de Nova. On suppose qu'il y a du pétrole, les premiers forages ont commencé, on aura peut-être bien du pétrole français dans quelques temps. Et nous avons la chance ce soir d'avoir parmi nous le général Viard, qui commandait un régiment de parachutistes à La Réunion et qui avait pour mission de protéger, de maintenir la présence française sur ces îles. En général, si vous voulez vous lever pour qu'on vous connaisse, vous pourrez donc lui... Si vous voulez lui poser des questions à la fin de la conférence, dans les questions-réponses, ou après l'Assemblée générale, il vous répondra, il connaît parfaitement, c'était sa mission. Et revenons à notre source. Donc on pêche de plus en plus. Les seules statistiques que nous avons, à partir de maintenant, je vais vous parler de chiffres mondiaux. Les seules statistiques que nous avons sont celles de l'ONU, de la FAO. En 1958, on produisait 18 millions de tonnes, toutes mers, rivières et océans confondus. En 70, 30 millions de tonnes, et en 90, 90 millions de tonnes. Là, ça rigole plus. Et depuis 90, 92, c'est toujours 90 millions de tonnes. On ne pourra pas produire plus, on a atteint le seuil de production possible de poissons sauvages de la planète. Pourtant, les besoins des hommes sont de plus en plus grands, et parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Pour comprendre ce qui nous arrive et ce qui va se passer, il est indispensable de se rendre compte un peu de passer par la démographie. Regardez, ces courbes. À gauche, nous sommes en 1900, on est 1,5 milliard. Et vous voyez la population qui augmente, et aujourd'hui, nous sommes à près de 7 milliards. Et nous serons 9 milliards en 2050. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette courbe monte vers le haut, jusqu'à maintenant. Et maintenant, on commence à la voir s'incurver vers le bas. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à progresser à ce rythme-là. Pensez donc, quand j'étais enfant, on était 2,5 milliards, c'est ce que me disait M. Bechmin, notre instituteur. Et si Dieu me prête vie quelques années, on sera 7,5 milliards. La population du globe aura triplé pendant ma courte vie. On ne peut pas continuer. Heureusement, les démographes ont mis en évidence la loi de la transition démographique qui se vérifie là. Ça, c'est l'augmentation annuelle. Chaque année, c'est une France qui s'ajoute à la population mondiale. C'est quand même pas rien. Donc, en 60 et quelques, on avait 70 millions d'augmentation par an. Ça progresse. En 90, on avait 90 millions, pas loin. Et maintenant, nous sommes retombés à moins de 70 millions d'augmentation, c'est déjà pas mal, par an. Et ça va continuer à décroître. Parce que la loi de la transition démographique, c'est simplement
s'appuie sur plusieurs critères. Le plus marquant, c'est que quand un pays atteint un certain niveau de développement économique, mais surtout culturel, ben, il ne progresse pas. Il n'assure même pas le renouvellement des générations, et c'est l'immigration qui fait la pointe, comme les États-Unis ont fait leur transition, l'Europe, la Russie, le Japon, la Corée, Taïwan, l'Iran l'a fait. Le Maghreb est en train de la faire, l'Inde aussi, l'Amérique latine. Seule l'Afrique a un peu de retard, mais va commencer. Mais je vous demande de regarder avec beaucoup d'intention ce graphique-là. À gauche, l'échelle, ce sont les milliards d'individus. En bas, les siècles. À gauche, en 1, notre Seigneur Jésus-Christ vient de naître. Nous sommes 300 millions. Et les gens sont en train de se bagarrer. Il y a pourtant de la place. 1000 ans plus tard, 350 millions. En 1900, on commence à voir monter 1,5 milliard. Et maintenant, regardez, vlou. Et nous sommes à mi-chemin de cet Himalaya démographique. Nous sommes à 7 milliards, mais il va falloir continuer. Ça explique tout. Nos problèmes d'environnement, de pollution, de ressources, de réchauffement climatique et tout ce que vous... C'est ça. Parce que vous vous rendez compte de la soudaineté et l'énormité de ce bond démographique. Tant qu'on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas ce qui nous arrive et ce qui va nous arriver. Revenons à notre ressource. Ce graphique montre en bleu la pêche mondiale, totale. Et on voit que depuis les années 90, ça n'augmente pas. Le bleu, c'est 90 millions de tonnes. Ce qui est très important, c'est que dans ces 90 millions de tonnes, 30 millions sont destinés à être réduites en farine. Certains crieront au scandale, on en parlera tout à l'heure, c'est comme ça. 60 millions seulement sont destinés à la consommation humaine. Et aujourd'hui, l'aquaculture produit aussi 60 millions de tonnes, ce qui, malheureusement ou heureusement, l'aquaculture aujourd'hui fait jeu égal avec la pêche et va progresser. Mais contrairement à ce qui s'est passé à terre, quand on a cessé de chasser pour faire de l'élevage, ici, la pêche continuera. Parce que le réservoir est immense. Hein. Et la pêche continuera à 90 millions de tonnes, voire plus. C'est de la responsabilité des hommes de bien gérer les biomasses, c'est-à-dire la masse de poissons dans l'eau, et ne pas, comment dirais-je, provoquer d'effondrement. Parce que les effondrements de ressources, il y en a eu plusieurs. En Namibie, c'est le plus spectaculaire. Celui qui nous touche le plus, c'est Terre-Neuve. Qui n'a pas entendu parler de Terre-Neuve, l'huile de foie de morue, les Terre-Neuvas. Pendant 5 siècles, Terre-Neuve a nourri l'Europe. Et aujourd'hui, il se pêche 0 kg depuis 17 ans. Parce qu'on a trop pêché. On est arrivé avec des grands chaluts dont l'embouche était un terrain de football. Et la taille a baissé. Des espèces invasives ont pris la place, des capelans, des lançons, qui se nourrissent de l'arbre de morue. Voilà l'explication. Donc, il faut faire très attention. C'est quand même, en tant que marin, une certaine tristesse du vague à l'âme de dire l'aquaculture autant que la pêche. Parce que la pêche est un métier noble, dur, viril, et nous étions des hommes libres à l'époque. Mais la soudaineté de ce qui arrive là explique beaucoup les difficultés des marins, qui comprennent très bien ce qui se passe. Non, l'aquaculture, c'est la seule solution pour faire face à la démographie et aux besoins des hommes. Et l'aquaculture a des qualités propres qui méritent d'être bien considérées. On ne pourra pas faire l'économie de l'aquaculture dans la nourriture des hommes quand on voit l'Himalaya là. L'aquaculture produit peu de gaz à effet de serre. Les héros et les paies des vaches, c'est près de 10%. Hein. Elle utilise peu de sol terrestre. Et des terres arables, il en faudra de plus en plus. Et les hommes sont plus nombreux et l'urbanisme en grignote beaucoup. Alors, surtout, elle utilise beaucoup moins d'aliments pour produire 1 kilo de poisson que les autres formes d'élevage. Ça paraît curieux.
Avec 100 kg d'aliments composés de la même proportion protéines-lipides, 100 kg, vous faites 13 kg de porc, 20 kg de volaille, mais 65 à 70 kg de poisson. Ça paraît drôle. Ça s'explique parce que nous, les mammifères, nous régulons notre température. Vous voyez, je transpire, vous aussi. L'hiver fait la chaudière. Bon, bref, on brûle des calories. Et on n'y pense pas. Mais nous luttons contre l'apesanteur. Le poisson, lui, il est en apesanteur. Ce qui fait que ce qu'il consomme est transformé plutôt en masse musculaire qu'en énergie. La farine de poisson, aujourd'hui, pour nourrir les poissons d'aquaculture, on utilise essentiellement de la farine de poisson dans nos régions. Parce que nous élevons, nous, dans les pays développés, des carnivores. Du bar, de la dorade, de la truite, du saumon, du turbo, qui dans la nature, il leur faut 10 kilos de poisson pour faire 1 kilo. Quand j'ai créé France Turbo, il fallait 5 kilos d'anchois du Pérou réduits en farine pour faire 1 kilo de turbo. Certains disaient que c'était scandaleux, oui peut-être, mais c'est une activité humaine. Quand on commence une activité, on progresse. Aujourd'hui, il ne faut plus que 2,5 kg. Et les grandes fermes norvégiennes de saumon sont rendues à 1 kg pour 1 kg. Et on va progresser parce qu'on incorpore des protéines d'origine végétale. D'autre part, la plus grande partie des poissons d'élevage le sont en Asie, où il y a 60% de la population du globe, et ils élèvent surtout des poissons herbivores et des poissons omnivores. Le tilapia ou le panga, on voit beaucoup de filets de panga maintenant du Vietnam, ce sont des poissons omnivores. Quoi qu'il en soit, les ressources de la planète étant limitées, il nous faut inventer une aquaculture durable. Alors ce mot durable est calvaudé, hein. On en met à toutes les sauces, et pourtant c'est important. La définition du développement durable a été donnée pour la première fois à l'ONU en 82 par le Premier ministre de Norvège. Je vais vous la donner, c'est une phrase, mais on devrait tous les enfants devraient la connaître. Le développement durable est une forme de développement qui permet de faire face aux besoins du présent, mais sans compromettre la capacité pour les générations futures de faire face aux leurs. C'est tout. Et quand vous avez dit ça, et quand vous avez ça comme ligne de conduite, ça implique beaucoup de contraintes. Une aquaculture durable, c'est possible. Nous allons vous le démontrer. Mais auparavant, depuis pour très longtemps, je vais vous faire un petit détour par le Pérou. Quand j'étais enfant, mon oncle Eugène, je crois que ses petits-enfants sont là, Eugène Boutet, me décrivait, c'était un vieux capornier, la misère qu'il avait à doubler le Cap-Horn. Tu comprends, mon petit gars, on ne remontait pas dans le vent, on était des fois des semaines devant. Je le voyais dans ses barres de perroquets, les mains gelées, tout ça. Bref, arrivé au Pérou, on chargeait à l'école, re-Cap-Horn, re-misère, et au bout de X mois de navigation, après tant de misère, enfin dans la Loire. Et tu sais ce qu'on ramenait, mon petit Michel? De la merde. J'ouvrais de ses yeux. Et oui, il ramenait de la fiente d'oiseaux du Pérou, des oiseaux de mer, le guano. Le guano, qui a fait la fortune du Pérou et de beaucoup de commerçants à l'époque, qui a duré un siècle, c'était un engrais très puissant et qui valait très cher. Jusqu'au jour où l'homme a inventé l'engrais chimique. Donc je me disais, si le Pérou, il y a tant d'oiseaux de mer qui bouffent tant de... il y a du poisson. Et c'est vrai. Et je me suis toujours intéressé au long de ma carrière à ce Pérou qui était pour moi une cible. Le Pérou est la deuxième zone de production de poissons de la planète. Vous allez voir tout à l'heure le top 10 des... Voilà. Vous voyez en bas la Chine. La Chine, c'est le quart de l'humanité, c'est un continent, et leurs statistiques ne sont pas fiables. Mais après, vous voyez le Pérou, le double du suivant, les États-Unis, qui est un continent, l'Indonésie, c'est milliers d'îles, le Japon, l'Inde, qui est un continent, vous voyez, il y a quand même un truc. Mais le Pérou n'a pas eu de chance. Après la guerre,
un régime dictatorial qui s'instaure avec dictature militaire, avec marxisme, léninisme, scientifique, et des organisations terroristes sanguinaires, le Tupac Amaru, le Sentier Lumineux, enfin bref. En 92, la démocratie s'installe. Le président Fujimori déclare qu'il va un moratoire pour la dette de son pays et invite tous les investisseurs du monde qui veulent venir. Le Pérou s'ouvre. Ben, je prends ma valise tout de suite avec mes principaux de mon groupe. On a été reçus. Je ne vous raconte pas, on a été les premiers investisseurs à se présenter. Bref, nous sommes revenus avec des droits de pêche. Depuis, le Pérou n'a pas donné un droit de pêche à aucun étranger. Mais nous y sommes. Alors, on envoie 2 bateaux-usines, tout de suite. Des bateaux de 2500 chevaux, il y avait 100 personnes chaque bateau. Et voilà ce que nous découvrons en arrivant au Pérou. Regardez bien cette vidéo qui est aussi de qualité moyenne, mais qui va vous montrer la vie qu'il y a dans cette mer. Voilà. Donc vous voyez, il y a les pélicans qui sont dessus, les fabricants de guano, les lobos, c'est-à-dire les gros phoques, parce que le phoque est un prédateur énorme, ça bouffe énormément de poissons, notamment côté de Terre-Neuve, ils en souffrent aussi. Mais là, la biomasse est parfaitement gérée et il y a à manger pour tout le monde. La côte est un désert, mais pas la mer. Ça pullule. Alors nos capitaines avaient l'ordre de ne pas pêcher plus de 30 à 40 tonnes par coup de chalut. Donc il ne fallait pas draguer longtemps. On avait un appareil qui mesurait la quantité de poissons qui rentrait dans le chalut. Et dès qu'il y avait 30 tonnes, stop. Puisque l'usine ne traitait traitait quand même 10 tonnes heure. Voilà. Voici la remontée de chalut, ça peut être très long. Et vous allez voir là des pélicans en quantité. Ouais. Donc voilà, là il y a 35-40 tonnes. C'est pas la ressource qui manque là-bas. Mais elle est gérée de main de fer. Voilà. C'est pour ça qu'il y a du guano. Alors la ressource du Pérou, c'est d'abord 10 millions de tonnes d'anchois. Là, pour se donner une idée de ce que c'est, la biomasse du golfe de Gascogne, c'est dans les 40 000 tonnes, quand elle se porte bien, ce qui n'est pas le cas maintenant, malheureusement. Le calamar géant, 3 500 000 tonnes, aujourd'hui il est à plus de 4 millions de tonnes, et ça inquiète un peu les autorités, il progresse trop. Et le merlu, 200 000 tonnes. Donc nous avons commencé par cibler le merlu, parce que c'est ce qu'on sait pêcher, transformer et vendre. Mais que faire de ces 10 millions de tonnes d'anchois? On en pêche à peu près 8-9 millions par an. Mais vous savez, dès que les bateaux sortent et dès que l'Ifremer de là-bas constate que, stop, on arrête. C'est très bien géré. Ben, ils font de la farine, parce que c'est un poisson gros comme le doigt, noir, plein d'arêtes. Depuis que nous sommes là-bas, nous avons quand même fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver la solution. Tout d'abord, les Péruviens nous ont dit, on ne veut plus voir vos grands bateaux, parce qu'ils ne sont pas écologiques, ils consomment trop. Pourquoi avoir des gros bateaux comme ça, avec une usine à bord, alors que le poisson est tout prêt? Montez-nous un complexe à terre. Donc nous avons monté un très gros complexe, avec 2 grandes usines, il y a 2000 et quelques personnes qui travaillent. On traite 200-300 tonnes jour. Mais nous avons d'abord réussi, avec l'aide de l'Université d'Oregon, de la Société Protiale d'Angers et de 2 compagnies japonaises qui sont nos amis depuis des lustres, spécialistes du surimi, nous avons mis au point un surimi à partir du calamar géant. C'est déjà mieux que la farine. On en vend 600-700 tonnes mois. Il faut qu'on en vende 1000 tonnes pour arriver à l'équilibre financier, mais on va y arriver d'ici 1 an.
Puis après, on sait que l'Himalaya, les gens vont chercher des protéines. Mais l'anchois, c'est plus dur. Nous avons quand même réussi, il y a 1 an et demi, à vaincre les difficultés techniques. Et aujourd'hui, nous proposons sur le marché un surimi base d'anchois qui sert à faire le surimi que vous connaissez. Le surimi base, c'est uniquement la protéine du poisson. Et les fabricants de kamaboko, de surimi, mélangent ça avec du blanc d'œuf, de l'amidon, etc. Avec 1 kilo, ils en font 2. Les grandes marques, comme Fleury Michon, Coraya, Cuisimère, nous achètent maintenant ce surimi. Et quand vous achèterez et vous consommerez du surimi de ces marques, c'est pas pour faire de la pub, mais eh bien, vous consommerez en direct de l'anchois du Pérou qui n'est pas enfin transformé en farine. C'est un premier pas. Mais comme disait Mao Tse-tung, ma grande marche a commencé par un premier pas. Hein. Alors, toujours dans le durable, nous nous sommes séparés de nos gros bateaux, nous avons acheté 15 petits bateaux, un peu plus gros que ceux de l'Herbaudière, mais sous-motorisés, puisqu'il y a tellement de poissons. Et nous avons obtenu, après 2 ans de démarche, la reconnaissance, le label durable et responsable par Veritas. Il y a un seul armement français qui l'a, cette reconnaissance, c'est Intermarché. Donc, mais ce n'est pas tout. Quand vous allez chez le poissonnier, que vous avez un poisson, vous lui dites « levez-moi les filets ». Il vous donne les filets, c'est le tiers du poids du poisson. Les 2 tiers, ça va à la tinette, carissage, je ne sais pas où. C'est la tête, la queue, les viscères, la peau, bref. Nous estimons que ce qui sort de nos lignes de filetage, c'est très frais, c'est un coproduit et non pas un sous-produit. Et nous avons installé en bout de ces lignes de filetage une usine de farine ultramoderne de poissons qui utilise ces coproduits. Les usines modernes n'ont pas d'odeur, n'ont pas de rejet. On rejette de l'eau qui sert à à irriguer des casiers de légumes qui servent à nourrir les gens de l'usine. Bon. Et cette farine, sortant de coproduits venant d'une pêche durable, obtient le label durable. Elle n'est pas faite à partir de poissons sauvages. Nous la vendons aux principaux fabricants d'aliments qui font des aliments pour l'aquaculture et qui font un aliment durable. Depuis 2 mois, nous en recevons à France Turbo. Et eh bien, nous allons essayer maintenant, à partir de ça, d'obtenir la labellisation d'aquaculture durable chez France Turbo. Vous voyez que c'est possible. Voilà, nous avons fait tout le tour. Nous sommes partis avec un petit mousse de 13 ans de Noirmoutier et nous voilà revenus. Je m'excuse, j'ai été long. Je vous remercie de votre patience malgré les conditions climatiques très dures. Et merci beaucoup. Vous l'avez compris, cette conférence n'est pas vraiment une conférence, il n'y a pas de biblio, c'est du vécu, c'est un témoignage que mes anciens d'Afrique et moi-même vous apportons. Nous avons été les premiers prédateurs d'une ressource vierge. Sommes-nous coupables? On ne savait pas, hein? À vous de juger. Mais aujourd'hui, on sait, surtout les jeunes, vous savez.